Le coup de tocsin. Le coup de tocsin avec François Coq, analyste politique, ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, ancien secrétaire général du parti de gauche, auteur de Alerte à la souveraineté européenne, l'impératif démocratique de la crise de la représentation aux Gilets jaunes et la chimère de Macron contre la souveraineté populaire aux éditions Éric Jamet. Bonjour François Coq. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et vous suivez comme toujours la politique et vous souhaitiez revenir sur les scrutins électoraux qui ont eu lieu ce week-end encore. Oui, enfin, sur les scrutins électoraux qui ont eu lieu en ce début d'année, surtout pour faire un bilan des 6 premiers mois de l'année 2025 d'un point de vue électoral à l'échelle de l'Union européenne, et puis essayer d'en dégager les grandes leçons, parce que c'est un petit peu ce qui nous permettra d'avoir de la lisibilité et de comprendre ce qui se passe aussi sur la scène politique française, qui n'est pas à l'abri de ces phénomènes de masse et structurels qui touche toute la vie politique dans les différents pays de l'Union européenne. Alors, je vais me concentrer peut-être pour ce bilan de mi-année sur les scrutins parlementaires, pas sur les scrutins des élections présidentielles. On les a beaucoup évoqués sur Tocsin, on a beaucoup parlé de la Roumanie, on a beaucoup parlé de la Pologne. Moi, je vais essayer de parler des scrutins parlementaires qui ont eu lieu en ce début d'année, c'est-à-dire de l'Allemagne, qui a eu lieu au mois de février, du Portugal, qui a eu lieu au mois de mai. On en a d'autres à venir. On aura la République tchèque en octobre et on aura les Pays-Bas. C'était pas prévu, mais ça arrivera fin octobre également, puisque le gouvernement a démissionné et que des élections anticipées ont été appelées. Et puis je vais parler aussi des conséquences des scrutins de 2024, puisque des gouvernements ont été nommés en 2025. C'est le cas notamment en Autriche et en Bulgarie. Et puis je dirai un mot sur l'actualité de l'Espagne. La seule élection parlementaire que je laisse de côté, c'est l'Albanie, parce que la situation est un petit peu spécifique. Première leçon, si vous permettez, que je voudrais tirer, je crois que ça fait un peu le lien avec ce qu'on vient d'évoquer. Si je regarde ce qui se passe sur ces différents scrutins dans les différents pays, il y a un fil rouge quand même, c'est qu'on revient aux urnes sur fond d'affaires de corruption. Voilà. Soyons très clairs. C'est le cas. Les élections autrichiennes qui ont eu lieu en fin d'année 2024 se sont déroulées sur fond d'affaires de corruption. Au Portugal, on est retourné aux urnes, tout simplement parce qu'il y avait d'abord eu des élections qui ont eu lieu le 10 mars 2024, parce que le gouvernement avait démissionné, des élections anticipées sur fond de scandale de corruption. Mais ce gouvernement, qui a tenu tout juste un an, a été obligé de revenir devant les électeurs parce qu'il a perdu un vote de confiance au Parlement, parce qu'il était soupçonné de conflit d'intérêts. Et donc, on a eu les élections que nous avons connues au mois de mai. Et puis, troisième pays qui est secoué à plein, c'est sorti complètement la semaine dernière par des affaires de corruption, c'est l'Espagne, où le Premier ministre Pedro Sánchez a été carrément obligé de présenter des excuses publiques lors d'une conférence de presse. Il a demandé pardon à ses concitoyens pour ne pas avoir vu, dit-il, et ne pas avoir mesuré l'ampleur de scandale de corruption qui avait lieu au sein de son parti, avec notamment le numéro 3 de son parti, M. Santos Cerdán, et qui a promis un audit externe du PSOE, du Parti socialiste ouvrier espagnol. Donc tout ça a secoué et secoue énormément l'Espagne actuellement. On voit que M. Sanchez est d'une certaine manière cerné par les affaires, qu'elles soient avérées ou pas encore totalement, mais des enquêtes sont en cours sur sa femme, sur son frère. Le principal ministre, qui est son principal bras droit au sein du gouvernement, Monsieur José Luis Ábalos, avait dû démissionner il y a 2 ans, et justement c'est lui qui avait été remplacé au sein du Parti socialiste ouvrier espagnol par Santos Cerdán, qui donc a été mis sur la sellette par une enquête de la Guardia Civil et un rapport qui a été rendu public jeudi dernier, un rapport de 500 pages sur des pots de vin qui seraient liés à des histoires de marché public. Donc vous voyez bien que sur ces élections qui ont lieu dans cette première partie de l'année 2025, où les situations politiques, on a quand même un fil rouge, qui est cette question de la corruption. Voilà pour le premier point. Deuxième point qu'on peut noter dans ces différents pays, c'est que les périodes de vacances du pouvoir deviennent finalement aujourd'hui et surpassent les périodes d'exercice du pouvoir. Autrement dit, l'instabilité politique est telle dans les différents pays que on a des gouvernements techniques
qui régissent les affaires de la vie publique pendant plus de temps que des gouvernements qui sont installés. Je viens d'évoquer il y a un instant la question du Portugal, où je vous ai dit qu'il y avait eu des élections anticipées en 2024, des élections anticipées en 2025. À chaque fois, il faut plusieurs mois avant d'installer le gouvernement. Mais on a eu la situation des Pays-Bas, où le gouvernement qui avait été élu en 2024 a passé un an, il y a eu un an sans gouvernement avant qu'un gouvernement se mette en place et qu'on revienne à nouveau à des élections anticipées. Et donc on va rester à nouveau 6 mois sans gouvernement aux Pays-Bas jusqu'aux élections du mois d'octobre. Ça a été le cas en Allemagne, où les élections qui ont eu lieu en 2024 n'ont permis d'investir un gouvernement que le 6 mai dernier. Et donc l'Allemagne est restée plus de 5 mois sans gouvernement. C'était le cas en Autriche, où là encore les élections ont eu lieu en fin d'année 2024, mais où le gouvernement n'a été nommé qu'au bout de 5 mois, au mois de mars. Donc ces périodes de vacances du pouvoir, de gouvernement qui gère, nous dit-on, les affaires courantes, et on va y revenir, ce que ça veut dire, gérer les affaires courantes, autrement dit ne rien faire et laisser le soin à d'autres de décider à sa place, ces périodes deviennent aujourd'hui carrément plus importantes que les temps réels d'exercice du pouvoir. C'est incroyable. Incroyable. Troisième, mais c'est une étape de franchie, c'est-à-dire qu'on voyait qu'elles étaient de plus en plus importantes. On était habitué avec ce qu'on avait vu aux Pays-Bas, en Belgique, au fait que ces périodes s'étiraient, pouvaient parfois arriver à 200, 300 jours, 500 jours, mais désormais, ça devient la norme que ces périodes deviennent plus importantes que les temps d'exercice du pouvoir. Oui. Ça va de pair avec la troisième leçon, qui est que l'instabilité perdure, ce que j'appelle l'ère de la démocratie minoritaire, où les gouvernements installés n'ont pas de majorité au sein de leur propre parlement, ou alors sont obligés d'installer des biais, qui sont ce que j'appelle les coalitions grands chapiteaux, qui sont des coalitions totalement hétéroclites, dépourvues d'armature idéologique, qui elles aussi d'une certaine manière permettent de laisser le champ libre à d'autres. Je tourne mon regard bien évidemment du côté de Bruxelles pour ça. Il suffit pour s'en convaincre de regarder ce qui s'est passé au Portugal au mois de mars. Je ne rentre pas dans l'analyse détaillée, mais je vous rappelle qu'en Allemagne, lors des élections de fin février plutôt, la CDU-CSU, qui est arrivée en tête, a fait le deuxième plus mauvais score de son histoire avec 28%. Elle va former un gouvernement de grande coalition avec le SPD, qui lui a fait le plus mauvais score de son histoire en faisant à peine 16%. Et ces gens-là font suite à un gouvernement, et c'est pour ça qu'il y avait eu des élections anticipées, un gouvernement grand chapiteau, une coalition hétéroclite entre le SPD, les sociodémocrates, les libéraux et les Verts. Mais cette instabilité, c'est aussi le cas au Portugal, où au Portugal, le gouvernement actuel est un gouvernement qui reste un gouvernement minoritaire, puisque le gouvernement n'a pas de majorité et qu'il n'a que 91 députés à l'Assemblée de la République, alors que la majorité se situe à 116 et que donc c'est les autres partis qui lui laissent le soin de gouverner, mais de manière minoritaire. C'est le cas également en Autriche. Je vous ai dit que les élections avaient eu lieu en fin d'année 2024, mais le gouvernement a été installé, et pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est un gouvernement non pas formé par une alliance, mais un gouvernement carrément tripartite entre les conservateurs, entre les sociaux-démocrates et avec les libéraux. Ce n'était jamais arrivé en Autriche qu'on ait un gouvernement tripartite à ce point, qui d'ailleurs, et ça aussi ça devient une norme, n'inclut pas le parti qui est arrivé en tête, en l'occurrence le parti FPO, qui est un parti pour le coup à la droite et à l'extrême droite de l'échiquier politique. On a connu la même chose aux Pays-Bas, où il était un parti, celui de Geert Wilders, qui était arrivé en tête, qui n'avait pas pu former le gouvernement, qui participait au gouvernement, mais le gouvernement des Pays-Bas a explosé il y a quelques semaines à peine, début juin, quand Geert Wilders a décidé de reprendre ses billes et de faire en sorte que finalement la coalition explose, ce qui a mené à des élections anticipées qui auront lieu, je vous l'ai dit, fin octobre. Donc vous voyez bien que cette situation, elle est totalement nécrosée. Je pourrais rajouter l'Espagne, j'évoquais Pedro Sanchez à l'instant, mais il faut savoir qu'en Espagne, le
budget 2025 n'est jamais rien d'autre que le budget 2024 repris à l'identique parce que monsieur Sanchez ne pouvait pas le faire adopter vu qu'il n'a pas de majorité, sinon en allant chercher les partis indépendantistes basques et catalans. Mais le budget 2024 était aussi le budget 2023. Donc en Espagne, on gouverne avec un budget vieux de 2 ans. Donc cette situation est totalement sclérosée et rien n'évolue et nous sommes enfermés dans la démocratie minoritaire. Et enfin, quatrième et dernier point sur lequel je termine, quatrième et dernier renseignement, ce dernier renseignement, c'est que, et je l'ai évoqué là aussi un peu comme un fil rouge, c'est que ces gouvernements sont de plus en plus faibles. Ce sont des gouvernements faibles qui n'ont pas la capacité à agir et qui finalement laissent faire de grandes directives qui passent par-dessus eux. On voit à quel point l'Allemagne est aujourd'hui faible dans le concert des nations sur la scène internationale. On voit comment le Portugal n'est plus en capacité d'agir. Et puis, on pourrait regarder un exemple extrêmement important et saisissant. C'est ce qui s'est passé et ce qui se passe en Bulgarie, où nous en sommes à 7 scrutins en 3 ans, où le dernier gouvernement en date a été nommé au mois de janvier, mais ce gouvernement est un gouvernement des contraires, de gens qui se détestent politiquement, qui avaient juré leur grand Dieu de ne pas gouverner ensemble, mais qui finalement font contre mauvaise fortune bon cœur, mais surtout ne font rien et laissent aller la politique de Bruxelles, qui a annoncé il y a quelques jours que la Bulgarie intégrerait finalement la zone euro dès le 1er janvier 2026. Ce qui n'est pas sans causer, vous vous en doutez, quelques soucis et quelques réserves dans l'opinion publique bulgare. Oui. Voilà peut-être les premières leçons de ces scrutins de la première partie de l'année 2025. Ça méritera qu'on regarde ce qui va se passer en République tchèque au mois d'octobre, ce qui va se passer au Portugal au mois d'octobre, et partis comme nous sommes partis, avec l'instabilité que je vous décris, qui touche tous les pays de l'Union européenne, eh bien, il y a de fortes chances qu'on ait aussi d'autres scrutins à venir, puisque les élections anticipées deviennent la règle, les gouvernements en place allant de moins en moins au bout de leur mandat. Ouais, c'est quand même un triste bilan que vous nous faites là, François Coq, entre la corruption et les carences de gouvernement. Où est vraiment le politique? C'est une question qui se pose en trame de fond, évidemment, de votre chronique. Merci beaucoup, François Coq. Je rappelle vos livres: L'impératif démocratique, de la crise de la représentation aux Gilets jaunes, et La chimère de Macron contre la souveraineté populaire, aux éditions Éric Jamet. Merci encore, chers amis. On vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.